Perspective travaux, perspective recommandations, mais aussi perspective ressources humaines. Monsieur Hicham El Ramli, vous êtes spécialiste de ressources humaines et d'économie. Bienvenue avec nous. Merci madame. Monsieur Hicham El Ramli, on aimerait jeter la lumière brièvement sur les recommandations des travaux, sur les recommandations qui ont été, auxquelles ont abouti les travaux du sommet de Riyad qui a clôturé hier concernant le 4e sommet pays arabe Amérique latine. Premièrement, ce sommet est très important parce que le monde change ces jours-ci complètement, du point de vue économique, du point de vue politique, du point de vue stratégique. Les rapports qu'on fait avec les pays latins sont très importants parce qu'on diversifie les canaux qu'on peut ouvrir beaucoup d'exportations, beaucoup d'affaires, beaucoup d'investissements très importants. Mais en même temps, le rapport entre l'Arabie saoudite et l'Égypte, c'est une fraternité éternelle. Et on parle aussi d'une collaboration d'armées, de beaucoup de choses. Et à la fin, cette diversification va nous donner beaucoup de pouvoir d'ouvrir de nouvelles portes. Parce que le monde a complètement changé de perception du point de vue le seul pôle. Tout le monde maintenant veut changer cette perception. D'après vous, quel est l'intérêt et l'importance de ce sommet? L'Égypte a passé 4 ans très difficiles. On a besoin de beaucoup d'investissements, beaucoup de projets. Mais le plus grand problème qu'on va passer, c'est d'avoir, on a le nombre de ressources humaines, mais on n'a pas les gens qualifiés, les ouvriers qualifiés qui peuvent achever ces projets. Et ça, c'est le plus grand défi qu'on va rencontrer. D'après vous, le projet qu'ils envisagent parmi les recommandations concernant la création d'une zone de libre-échange, dans quelle mesure peut-on espérer à ce projet? Je crois qu'il y a une autre chose plus d'importance, c'est les Saoudiens ont accepté d'investir dans le sud, dans la Haute-Égypte. C'est vrai, mais cette zone, j'aimerais d'abord jeter la lumière sur le libre-échange. Est-ce que c'est faisable? Parce qu'il prêche l'élimination des taxes. Est-ce que c'est faisable d'après vous? C'est faisable et c'est entendu depuis plusieurs années. Et c'est le temps de faire ça maintenant. On était bouleversés par des lois et des choses qui nous ont freiné beaucoup de temps. Mais dès que ça va commencer avec l'Arabie saoudite, avec les pays comme la Russie, la Chine, je crois que ça va pousser beaucoup d'investissements en Égypte et ça va faire baisser le dollar aussi. Quel genre d'investissement pouvons-nous avoir avec l'Amérique latine? L'Amérique latine a beaucoup de produits très importants et on peut faire des échanges avec eux. On peut leur donner des matériaux qu'on a pour avoir une exportation plus riche et en même temps on peut importer beaucoup de choses qui vont diminuer les prix ici, du point de vue le marché. Ils ont l'Argentine par exemple et le Brésil ont beaucoup d'agricoles et des vastes moyens des choses alimentaires. Et en même temps, ils sont très intéressés à investir en Égypte dans beaucoup de choses agricoles. Et ça, c'est très important. Parce que si vous savez, on a un très grand projet à Marsa Matrouh, 1,5 million de faites-dents qui vont faire beaucoup de perspectives très importantes en Égypte. Et concernant les taxes, parce que c'est un sujet épineux, en fait, on avait parlé de l'accord du GATT, oui. Et on s'attend à ce qu'en 2019, qu'il n'y ait plus de taxes sur les voitures, par exemple. Tout le monde attend, en fait. Oui.
Surtout que les taxes sont vraiment lourdes ici en Égypte, sur les voitures surtout. Mais est-ce que la réduction des taxes ou l'élimination des taxes dans cette zone de libre-échange, à votre avis, est profitable pour le pays? Elle peut être profitable d'un point de vue, mais en même temps, du point de vue de trafic, elle doit être très bien étudiée. Sinon, on va tomber dans une catastrophe impitoyable de point de vue trafic. Mais s'il y a des nouvelles lois, que par exemple, si quelqu'un achète une voiture en Alexandrie, il n'aura pas le droit de venir au Caire, je ne sais pas comment ils vont étudier ça. Mais ça, c'est très difficile à prendre comme loi. Ça va être le trafic. Et maintenant, on a beaucoup de voitures. Et ce n'est pas du point de vue de voitures, de trafic seulement. Il y a d'autres choses qui vont faciliter la manufacture de beaucoup de choses autres. C'est positif et négatif. Quand on parle d'investissement, il faut aussi parler de ressources humaines, il faut parler de potentiel humain, parce qu'il faut parler de formation. Oui. Donc, vous êtes spécialiste de ressources humaines. Comment peut-on former tout d'abord, quelles sont les demandes de la période à venir en tant que ressources humaines pour avoir de bons investissements en Égypte? On est un pays très riche du point de vue ressources humaines, du point de vue de nombre. Vous savez que l'Europe est un continent très vieux maintenant. Mais nous, l'Égypte a 60% de jeunes. Le problème, ça se rapporte dans un seul mot, la perception. La perception du temps, la perception de la perfection, la perception d'être commis à un travail et le bien fait. Et c'est ça qu'on travaille sur ce sujet avec un programme très intellectuel et très sophistiqué, avec des technologies très nouveaux qui viennent du Japon, qui viennent de la Corée, mais qui est d'une façon égyptienne pour atteindre les cœurs de ces jeunes et devenir des ouvriers calibrés. Parce que si on n'a pas des ouvriers calibrés et des ressources humaines qui comprennent bien comment on travaille avec les Japonais, par exemple, ça ne va pas marcher. C'est ça notre plus grand problème. Comment changer leur perception? Comment changer leur perception? Très bien, ça c'est une très bonne question. Vous savez, un homme, les ressources humaines, ce sont des hommes. C'est comme un computer, le PC. Si vous donnez des enseignements qui sont positifs, vous aurez un output positif. Si c'est négatif, c'est négatif. On fait un entraînement de cet ouvrier du début. On fait un scanning sur sa personnalité, comment il est intellectuel, qu'est-ce qu'il aime de faire, qu'est-ce qu'il veut faire. Et après ça, on rentre d'une façon très équilibrée pour lui faire comprendre la bonne voie, de savoir et d'avoir une bonne perception sur le temps, par exemple. Ici, la production ne dépasse pas 30 minutes, 40 minutes par une journée. Mais il a une bonne perception du temps, une bonne perception de la perfection. Pourquoi nos ouvriers, quand ils vont dans le Golfe, ils travaillent très bien, aux Émirats par exemple? Parce qu'il y a un système, il y a un pour et un contre, il prend ce qu'il veut, il donne ce qu'ils veulent. C'est très compliqué, mais en même temps, ça prend un entraînement de 3 mois, et à la fin, on a des ressources humaines équilibrées et bien calibrées. Quels sont les éléments de l'entraînement? L'entraînement, regardez, on doit diagnoser la personnalité. Par exemple, et vous savez qu'on a par exemple une personne qui aime travailler le soir. Son heure biologique est comme ça. Il y a des autres qui aiment travailler le matin. On doit différer
et investissez dans cette personne, de le laisser faire dans cet environnement où il peut produire vraiment. Le scanning qui vient en premier, c'est très important pour savoir comment diagnoser sa personnalité et après ça, le traîner dans la bonne voie qui marche avec sa personnalité et ses capacités. Ne pas sortir dehors les rails. Je sais qu'en matière de ressources humaines, il y a les évaluations que l'on fait, comme le psychométrique par exemple, pour examiner le comportement psychologique des fonctionnaires au lieu du travail. Je sais que ça change tous les 18 mois. Oui. Et il y a aussi le competency-based interview, c'est-à-dire il y a l'entretien basé et formulé selon les organisations psychologiques mondiales. Et il y a énormément d'évaluations concernant leur taux d'intelligence, leur capacité verbale. D'après vous, pourquoi est-ce que toutes les institutions n'ont pas vraiment recours à ça pour recruter les gens, pour donner des promotions ou pour changer le travail des gens, pour les mettre dans un autre département? Pour être honnête avec vous, on est marché sur le système américain très matériel d'une trentaine d'années. D'autre part, les Japonais, les Coréens ont trouvé que cette façon matérielle ne fait des négatives positions. Ils ont changé ça. Maintenant, quand ils font un interview avec quelqu'un, ce n'est pas une question comment il est gradué, qu'est-ce qu'il a exactement, mais ils ont signifié les gens dans trois généraux façons. Est-il exécutif? Est-il il est créatif ou il peut être directeur de quelque chose. Il a cet instant. Après ça, il commence à analyser, comme vous avez dit avec des façons psychométriques pour achever le meilleur produit qu'il peut faire cette personne. Oui, je sais, c'est ça le but de ces analyses. Mais d'après vous, pourquoi est-ce que ce n'est pas appliqué? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas? Parce que c'est comme vous avez marché sur un système pendant une trentaine, quarantaine d'années, et maintenant ce sont des nouvelles technologies, ils n'ont pas le savoir pour changer ça. Et c'est ça ce que j'essaye de faire depuis 1 an et demi, de faire le programme qui peut marcher avec les Égyptiens, les ouvriers égyptiens, d'une façon très technique et changer cette perception complètement. Donc, pour vraiment exploiter les ressources humaines, pas seulement les faire travailler. C'est complètement différent. Et comment peut-on, on ne va pas dire exploiter les ressources humaines parce que exploiter n'est pas vraiment leur faveur, pas le mot, mais comment développer ces ressources humaines en général? Exploiter les richesses dedans, exploiter leur vrai talent. Je ne dis pas exploiter les gens, exploiter leur richesse, leur pouvoir. Quels sont les outils auxquels vous avez recours? Comme je vous ai dit, les outils, quand on commence pour faire le scanning, ça c'est très important. C'est comme un docteur, quand il diagnose bien, il va donner un propre médicament. On doit diagnoser très bien les personnalités. Après ça, on doit faire une réallocation. Est-ce qu'il peut faire ce travail ou non, peut-être dans un autre endroit? Et on a beaucoup de systèmes, comme par exemple pour faire vous savez que tous les ouvriers ont un stress ici en Égypte, dans le trafic, dans beaucoup de choses. On a le programme de EFT qui est très important, qui diminue le stress. On a quelque chose qui s'appelle en anglais the logical process of thinking, le projet logical de pensée, de réflexion, de réflexion et de pensée. Et la plus grande, la plus importante chose de changer, c'est la perception. Comment changer la perception? Parce que toute cette guerre, tous ces problèmes qu'on a, sont définis dans un seul mot. Ils ont changé la perception de la religion, ils ont changé la perception de l'attitude, ils ont changé la perception des morales. Alors on doit refaire ça d'une façon verbale au début et logique pour leur changer leur perception. La perception du temps, la perception de la perfection, la perception du travail. On n'a pas une bonne perception du travail ici. Les gens ne veulent pas travailler tellement. Ils ont le pouvoir. On a une richesse incroyable, mais ils ne sont pas sur la bonne voie.
C'est-à-dire on ne peut pas généraliser. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne travaillent pas, mais il y a des gens aussi qui sont très compétents et qui veulent travailler. Exactement. L'idée, c'est d'avoir un système qui puisse vraiment découvrir et dépister les compétences des gens et les mettre sur la bonne voie. J'ai déjà fait ça avec des ouvriers égyptiens et ça a réussi très bien. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai eu un projet qui était comme un défi. 2000 mètres à être fait comme un studio dans une quarantaine de jours. J'ai appelé les ouvriers, j'ai commencé à leur parler, j'ai fait un changement de perception. Je leur ai dit ce qu'ils ont comme, qu'est-ce qu'ils ont à faire et qu'est-ce qu'ils vont avoir. Si quelqu'un prend 10 livres, je lui ai dit non, je vais te donner 12 livres, mais tu dois faire ça et ça et ça. On a fait un propre management de ce travail et ça a été fini dans une quarantaine de jours, exactement sans une seule faute. Ça prend un traînage et de parler aux gens de façon logique. Et je leur ai dit, pourquoi quand vous allez aux Émirats, vous travaillez très bien? Ils m'ont dit, parce que là-bas, on prend notre salaire qui est bien, très bien. Mais vous allez dépenser tant et tant et tant là-bas. Et si je vais vous donner un salaire un peu mieux, mais 8 heures, ça commence le travail, 8 heures, 5 minutes, je ferme la porte. Ils ont été très parfaits en faisant ce travail. J'ai fait ça dans beaucoup de projets. Les Égyptiens sont des travailleurs, des bons travailleurs, mais ils ont besoin d'être mis sur la bonne voie, avoir la bonne perception et qui sentent la justice pour donner. Vous avez dit on est passé par des années difficiles et on est en train de nous reconstruire. Peut-on vraiment se reconstruire, surtout profiter des nouvelles générations, de leur éducation, de leurs connaissances en matière d'informatique pour reformuler ces méthodes de ressources humaines? Oui, mais ça doit être égyptiané, comme on dit, parce qu'on ne peut pas prendre un programme du Japon, par exemple, ou de la Chine, ou de la Russie, et le faire exactement avec une autre nationalité. Je ne veux pas parler aux Égyptiens. On doit comprendre la nature, l'environnement, et reprendre ce système, mais le faire égyptianer pour le rendre égyptien, l'égyptianiser peut-être. Oui. Exactement. Et en matière d'investissement, je sais que par exemple pour ceux qui travaillent dans les services des consommateurs doivent avoir des compétences particulières et ils ont leurs tests. Oui. Ceux qui travaillent, les directeurs ont leurs tests, les leaders ont leurs tests. Oui. Dans quelle mesure peut-on appliquer ça de manière à créer vraiment des équipes prêtes à travailler dans les projets d'investissement et à attirer l'investissement en Égypte? N'importe quel investisseur, il vient ici pour 2-3 choses. Le projet lui-même, mais en même temps, il veut profiter de la main-d'œuvre ici parce qu'elle doit être moins coûtable de dehors. Alors que nous, ici, on doit différer entre ces niveaux, mais en même temps, on doit se rendre compte que de très bien faire l'organisation. C'est pour cela que je vous ai dit la façon de penser logiquement. On n'a pas ça ici. Quand il y aura un système, ça va marcher. On doit faire le système. Vous comprenez? C'est pas une question de changer les gens seulement. Mais quand il va sentir qu'il y a un système de travail qui est sur tout le monde, il va travailler très bien. Et en même temps, ça va encourager les gens dehors qui viennent investir ici, qu'il y a de main-d'œuvre et de techniciens qui sont très bien calibrés. Eh bien, Monsieur Hicham Ramli, vous êtes expert en économie et vous êtes expert aussi en ressources humaines. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Moi aussi, je suis ravi de vous. Et espérons que les choses soient appliquées vraiment comme vous l'avez envisagé. J'aime.
Nous allons passer à un autre volet concernant Sharm el-Sheikh, concernant tous les événements par lesquels Sharm el-Sheikh est passé. Mais bien avant, on a un compte rendu à vous présenter concernant la cause syrienne, puisque au sommet de Riyad, sommet pays arabes et Amérique latine, ils ont discuté de la cause syrienne entre autres. Et donc une question s'est posée, qui parmi les opposants syriens discutera de la transition politique avec le régime de Damas? Un processus de présélection qui commence à présent, qui a commencé dès aujourd'hui pour établir une liste de noms qui seront présentés samedi à Vienne lors d'une rencontre internationale sur la Syrie. Donc abordons la question syrienne, pas seulement à partir de la perspective de Riyad, mais à partir d'une perspective générale dans ce compte rendu. Allié indéfectible.